Arrête d'être une sangsue, a ricané ma sœur lors de Thanksgiving. La pièce a plongé dans un silence de mort. J'ai juste souri, puis j'ai annulé les 5 paiements que j'avais effectués pour elle. Son téléphone a commencé à s'affoler. Le trajet en voiture vers la maison de mes parents en ce jeudi de Thanksgiving particulier était exactement le même que depuis 15 ans. L'air frais de l'automne mordait le pare-brise et la radio diffusait en boucle et à bas volume des publicités de fêtes qui me tordaient toujours l'estomac en un nœud d'anxiété familier. La scène à l'intérieur de leur maison était exactement celle que l'on pourrait imaginer d'un film de vacances ringard et surproduit. L'odeur riche et lourde de la dinde rôtie, de la farce à la sauge et de la cannelle flottait dans l'air, vous enveloppant dès que vous passiez la lourde porte d'entrée en chêne. La belle argenterie, celle qu'il passait des heures à astiquer, teintait contre la porcelaine coûteuse de ma mère, et un bourdonnement de conversation bas et poli remplissait la salle à manger parfaitement décorée et impeccable de mes parents. En surface, pour quiconque regardait à travers les fenêtres givrées, c'était l'image même de la perfection de la banlieue américaine. Mais sous toute cette argenterie polie et ces rires forcés, c'était un champ de mine. Ça l'était toujours. Je m'appelle Diana. J'ai 35 ans. Et d'aussi loin que je me souvienne consciemment, j'ai été la mule invisible et lourdement chargée de cette famille. J'étais arrivé exactement à l'heure, à 14 heures précises, comme je le faisais toujours. Je portais un gratin de patates douces fait maison qui m'avait pris 3 heures de préparation. Ma mère, Margaret, a ouvert la porte, a accepté le lourd plat en verre avec un sourire serré et pincé, et l'a immédiatement posé sur une table d'appoint éloignée dans la cuisine pour qu'il soit complètement oublié. « Oh, Diana, tu es là » a-t-elle dit d'une voix plate, ses yeux glissant déjà derrière mon épaule, scrutant l'allée à travers les voilages du salon. Elle vibrait pratiquement d'une énergie nerveuse. « Ta sœur a un peu de retard. Elle est tellement occupée ces temps-ci avec son entreprise. » Je me suis mordu l'intérieur de la joue assez fort pour sentir le goût du cuivre. Je n'ai pas dit ce que je pensais réellement, à savoir que sa précieuse fille cadette n'était pas occupée. Elle était juste incroyablement égocentrique et adorait faire une entrée remarquée. Quand ma sœur Vanessa nous a enfin honorés de sa présence avec 45 minutes de retard, elle a été accueillie comme un héros de guerre de retour au pays. Vanessa avait 25 ans, soit 10 ans de moins que moi, et donnait l'impression de sortir tout droit d'un tableau Pinterest sur l'esthétique luxueuse de l'automne. Elle a franchi la porte d'entrée dans un trench coat de marque de couleur camel qui drapait parfaitement ses épaules, un brushing impeccablement décoiffé encadrant son visage, tout en tenant une bouteille de vin importé qui coûtait probablement plus cher que mon budget de course pour tout le mois. Ma mère s'est précipitée pour l'embrasser, s'extasiant bruyamment sur sa tenue et ses cheveux. Mon père, Richard, a surgi de son fauteuil et lui a tapé affectueusement sur l'épaule, un rire franc et sonore résonnant dans le couloir. Vanessa avait cet effet enivrant, presque hypnotique, sur les gens. Elle était charmante, belle sans effort, et dégageait une sorte de confiance arrogante que moi, debout maladroitement dans ma chemise boutonnée raisonnable et bon marché, avec mon attitude effacée, je n'avais jamais été capable de reproduire. Le dîner a commencé par l'habituelle danse angoissante des conversations de famille. J'ai tenté de partager une bonne nouvelle. J'ai brièvement mentionné mes réussites récentes, en particulier un projet financier difficile et à enjeux élevés que je venais de clore avec succès dans mon cabinet comptable, espérant obtenir ne serait-ce qu'une miette de reconnaissance. Cela s'est soldé par un « c'est bien, ma chérie », plat et dédaigneux de la part de ma mère, qui n'a même pas levé les yeux alors qu'elle passait la saucière. Mais quand Vanessa s'est lancée dans une série d'histoires vagues, largement embellies et pleines de grands noms sur sa prétendue marque de style de vie et une potentielle nouvelle entreprise avec des influenceurs locaux, toute la table a éclaté en exclamations d'admiration et en questions enthousiastes et détaillées. J'aimerais préciser que j'étais assise là, au coin de la table, coupant ma dinde, mâchant méthodiquement et avalant le goût amer et métallique de la réalité. J'ai regardé Vanessa. Elle riait, rejetant ses cheveux en arrière, portant un bracelet en or massif qui captait la lumière chaude du lustre de la salle à manger. Mon sang a commencé à bouillir. Ce que personne dans cette salle à manger magnifiquement décorée ne savait, c'était que ce bracelet en or, ce manteau de marque, la voiture de luxe dans l'allée et les fondations mêmes de son existence glamour reposaient sur un mensonge massif et étouffant. Et c'était moi qui finançais chaque centime de tout cela. Depuis exactement 5 longues et épuisantes années, j'étais la banque silencieuse et invisible qui la maintenait à flot. À ce moment précis, assise à cette table, cela faisait 5 ans que je remboursais sa dette de carte de crédit abyssale de 52 800 $. C'était un arrangement secret, une demande désespérée qu'elle m'avait faite pour protéger son image. Chaque mois,
une part massive de mon salaire durement gagné était discrètement prélevée pour éponger ces erreurs, tandis que je vivais dans un appartement exigu, portais des vêtements élimés et regardais ma jeunesse s'envoler. En la regardant s'imprégner de l'adoration de mes parents, mon ressentiment a finalement commencé à déborder. Le point de rupture absolu est survenu à peu près au moment où l'on coupait et servait la tarte à la citrouille. Les plats principaux copieux avaient été débarrassés. Le café passait et le vin coulait un peu trop librement, libérant les inhibitions de toutes les personnes présentes dans la pièce. Notre cousine Clara était assise à côté de moi et me parlait à voix basse. Clara avait quelques années de moins que moi, c'était une fille intelligente et incroyablement travailleuse qui se noyait actuellement dans la dure réalité de la vie post-universitaire. Elle s'est penchée vers moi, me demandant des conseils professionnels sur ses prêts étudiants qui s'accumulaient. J'étais plus que ravi de l'aider. J'avais sorti un stylo de mon sac à main et dessiné un plan potentiel de consolidation de dette et de remboursement sur une serviette en papier, lui expliquant les taux d'intérêt. C'était une conversation calme, privée et profondément pragmatique. Ou du moins, elle était censée l'être. C'est alors que Vanessa, assise juste en face de nous, s'est penchée au-dessus de la table. Ses yeux brillaient d'un mélange toxique de trop de vin cher et d'un besoin désespéré de réaffirmer sa supériorité. Elle m'observait parler à Clara depuis plusieurs minutes, et manifestement, elle ne supportait pas de ne pas être le centre de l'attention. Elle m'a complètement coupé au milieu de ma phrase. Franchement, Diana, a dit Vanessa d'une voix intentionnellement forte, projetant ces mots de manière à ce que chaque personne présente autour de la longue table soit obligée de l'entendre. Tu ne devrais vraiment donner de conseils financiers à personne. Regarde ta vie. Tu t'en sors à peine dans ton tout petit appartement. Elle a bu une gorgée délicate de son vin, ses yeux se verrouillant sur les miens avec une malice calculée et absolue. Tu devrais vraiment arrêter d'être une telle sangsue. Toujours à traîner dans les parages, à plomber l'ambiance, à attendre de l'aide. C'est franchement embarrassant. Le tintement des fourchettes à dessert s'est arrêté instantanément. Le murmure agréable des conversations s'est éteint dans la gorge de chacun. Un silence de mort, épais et étouffant, s'est abattu sur la salle à manger. 12 paires d'yeux sont passés nerveusement du visage suffisant et impeccable de Vanessa à mon visage figé et stupéfait. Une sangsue. Ma propre sœur venait de me regarder dans les yeux et de me traiter de sangsue. J'ai senti le sang se retirer complètement de mon visage, me laissant glacé. J'ai lentement tourné la tête pour regarder directement ma mère, Margaret. Elle fixait intensément ses genoux, refusant de croiser mon regard. J'ai regardé mon père, Richard. Il a soudainement trouvé les luminaires du plafond incroyablement fascinants, remuant inconfortablement sur sa chaise. Ils savaient. Ils savaient tous les deux la vérité. Ils étaient au courant des paiements mensuels que j'effectuais, des sacrifices financiers extrêmes que j'endurais, du secret dévastateur que j'avais gardé pendant une demi-décennie juste pour protéger leur précieuse fille en or. Des conséquences juridiques de ses propres habitudes de dépenses effrayantes. Ils n'ont absolument rien dit. Ils sont restés assis là, paralysés par leur propre déni, et l'ont laissé m'humilier verbalement devant nos tantes, oncles et cousins. Leur silence était un verdict. C'était le son le plus fort, le plus douloureux que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Il confirmait tout ce que j'avais toujours craint depuis que j'étais petite fille. Je n'avais pas d'importance. Je n'étais rien d'autre qu'un outil, un bouclier pratique à jeter devant Vanessa chaque fois que la vie devenait trop dure pour elle. Et dans ce moment de trahison profonde qui m'a brisé l'âme, un interrupteur s'est enfin déclenché dans mon cerveau. Ce n'était pas une rage brûlante, ardente et hurlante. Pas encore. C'était quelque chose de bien plus dangereux. C'était une clarté absolue. Un sentiment de calme étrange et accablant a envahi tout mon corps. Le genre de clarté vive, froide et terrifiante que l'on ressent juste avant qu'un éclair massif ne frappe le sol. Les fardeaux de culpabilité écrasante accumulés pendant 5 ans, le besoin pathétique et permanent de l'approbation de mes parents, l'anxiété sans fin et épuisante concernant la réputation fragile de Vanessa, tout cela s'est évaporé en une fraction de seconde. J'ai de nouveau regardé Vanessa à travers la table. Son sourire narquois était toujours bien en place, elle avait l'air incroyablement triomphante, fière de l'effet qu'elle pensait produire. J'ai souri. C'était un petit sourire sincère, mais totalement dénué d'humour. Tu sais quoi, Vanessa, ai-je dit d'une voix parfaitement stable, coupant le silence de mort de la pièce. Tu as tout à fait raison. J'ai lentement reculé ma lourde chaise en bois, ses pieds grinçant bruyamment sur le parquet.
Je me suis levé, je me suis excusé auprès de la table sans regarder personne d'autre, ignorant les regards perplexes et horrifiés de mes proches, et j'ai marché directement dans le couloir vers le sanctuaire tranquille de la salle de bain des invités. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi d'un clic net. Je me suis appuyé contre la porcelaine fraîche du lavabo, j'ai pris une grande inspiration tremblante pour calmer mes mains qui tremblaient, et j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. Mes pouces ont glissé sur l'écran avec la pure mémoire musculaire d'une précision acquise au cours de 60 mois d'une servitude éprouvante. J'ai ouvert mon application bancaire. Paiement à Capital One, bénéficiaire Vanessa. Montant $200. Fréquence mensuelle. J'ai cliqué sur Annuler. Paiement à Chase Sapphire. Bénéficiaire Vanessa. Montant $250. Fréquence mensuelle. Annulé. Paiement à American Express. Bénéficiaire Vanessa. Montant $200. Fréquence mensuelle. Annulé. Paiement à Discover. Bénéficiaire Vanessa. Montant $100. Fréquence mensuelle. Annulé. Paiement pour prêt personnel. Bénéficiaire Vanessa. Montant $130. Fréquence mensuelle. Annulé. 5 pressions. 5 confirmations numériques distinctes s'affichant sur mon écran. 5 ans à me saigner à blanc. Complètement effacé en moins de 30 secondes. Le total de $880 par mois s'était envolé. La chaîne lourde et étouffante qui m'avait maintenu violemment lié à sa fausse vie de luxe était enfin brisée. Je me suis lavé les mains, fixant mon propre reflet dans le miroir de la salle de bain. Je semblais exactement la même, mais la femme qui me regardait était fondamentalement, irrévocablement différente. J'ai déverrouillé la porte et suis retourné lentement dans le couloir en direction de la salle à manger. Juste au moment où je franchissais le seuil, un faible bourdonnement agressif a commencé à retentir du côté de Vanessa. Ça a vibré une fois, puis une autre, puis 3 fois en succession rapide. C'était son sac à main de créateur qui vibrait violemment contre le bois poli. Son téléphone recevait des notifications d'alerte en rafale de la part de l'une de ses 5 banques différentes, la prévenant de l'échec des paiements et de la suspension immédiate de ses comptes. Je l'ai regardé calmement fouiller dans son sac, l'air agacé par cette interruption. Je l'ai vu sortir son téléphone. J'ai vu ses yeux parcourir l'écran lumineux. Son sourire suffisant et féroce s'est immédiatement effondré, fondant comme de la cire pour laisser place à un éclair soudain de confusion absolue, puis de panique pure et simple. Sa tête s'est redressée d'un coup sec, ses yeux grands ouverts et affolés cherchant les miens à travers la pièce. La tempête venait de commencer, et c'était moi qui l'avais finalement déclenchée. Pour comprendre pleinement la folie absolue de ce dîner de Thanksgiving et pourquoi ces 5 pressions sur mon téléphone m'ont donné l'impression de m'échapper d'une prison de haute sécurité, il faut remonter le temps. Il faut revenir 5 ans en arrière, quand j'avais 30 ans et Vanessa seulement 20. Mais honnêtement, même à cette époque, le pourrissement profond de notre structure familiale grandissait sans contrôle depuis des décennies. La dynamique toxique entre nous n'était pas un changement soudain et inattendu. C'était le fondement même de notre existence. C'était la vérité tacite et indéniable qui façonnait activement chaque fête, chaque anniversaire, chaque dîner de famille informel du mardi soir. Vanessa était la fille en or, la jolie princesse qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais la bonne fille, la mule invisible et fiable. Ces concepts semblent vaguement similaires pour quelqu'un d'extérieur, mais en réalité, ce sont des univers totalement opposés. La fille en or est aimée inconditionnellement pour ce qu'elle est, ou plutôt pour sa beauté et pour ce que les parents ressentent lorsqu'ils la présentent à leurs amis. La bonne fille, en revanche, n'est aimée que sous condition pour ce qu'elle fait, pour les problèmes complexes qu'elle peut résoudre rapidement et pour les lourds fardeaux qu'elle peut porter en silence sans jamais se plaindre. Je me souviens clairement du jour de ma remise de diplômes universitaires. Je m'étais poussé au bord de la dépression nerveuse pour finir major de ma promotion avec un diplôme exigeant en finance. C'était un programme notoirement difficile qui avait failli briser mon moral. Mes parents sont venus à la cérémonie, ont pris quelques photos obligatoires devant la bibliothèque, et ma mère a simplement dit « Nous sommes fiers de toi, Diana. C'est une bonne carrière, stable. » J'ai eu l'impression qu'il faisait l'éloge d'un appareil électroménager ou de l'achat d'une voiture raisonnable. Il n'y avait pas de joie immense, pas de grande célébration, juste un bref signe de tête reconnaissant mon utilité financière future. Plus tard cette même année,
Vanessa a abandonné de manière spectaculaire ses études de communication très coûteuses après 2 semestres de fêtes totalement ratés. Ont-ils crié? Ont-ils menacé de lui couper les vivres? Bien sûr que non. Mes parents se sont précipités dans sa ville universitaire, l'ont aidé à vider sa chambre de dortoir et l'ont emmené dans un restaurant de grillade hors de prix pour l'aider à traverser ce qu'ils appelaient sa transition émotionnelle difficile. Ma mère a fièrement dit à tous les voisins que Vanessa était simplement un esprit libre trop créatif, et que la structure rigide et dépassée de l'éducation formelle étouffait son esprit brillant. Quelques années plus tard, lorsque j'ai obtenu ma première promotion d'envergure, celle qui a finalement propulsé mon salaire dans une tranche très confortable à 6 chiffres, je les ai appelées sur le chemin du retour, vibrantes d'excitation. Mon père a décroché. Sa réponse immédiate a été « C'est génial, ma grande. Dis, tu peux me rendre service et appeler ta sœur? Elle a des ennuis avec sa voiture et a besoin d'aide pour régler la facture du mécanicien. » Ma réussite n'était jamais vraiment la mienne à célébrer. Elle était immédiatement réutilisée, catégorisée et armée comme une nouvelle ressource financière pour la série interminable de désastres auto-infligés par Vanessa. Leur maison de banlieue était un véritable temple inconfortable à la gloire de ma sœur. Ses tiers de concours de beauté de lycée et ses trophées de pom-pom girl étaient astiqués chaque semaine et mis en valeur dans le salon. Des photos professionnelles géantes de ses prétendus contrats de mannequinat, ou de vacances payées par les dettes que je finirais par assumer, étaient encadrées dans de l'argent massif sur la cheminée. La seule preuve photographique de mon existence était une petite photo fanée de ma remise de diplôme, cachée derrière une pile de livres de cuisine dans le bureau poussiéreux. Mon rôle désigné dans l'écosystème familial avait été établi très tôt et imposé brutalement. J'étais le filet de sécurité, le garant financier permanent, l'adulte responsable qui s'assurait que les lumières restaient allumées dans les coulisses pendant que la star du spectacle se produisait sur scène. Le seul rôle de Vanessa était de briller. Et lentement, après des années de conditionnement subtil, j'ai commencé à croire aux terribles mensonges qu'ils me servaient. J'ai commencé à accepter qu'à leurs yeux, la fiabilité était intrinsèquement ennuyeuse. C'était attendu. Cela n'allait jamais être digne de l'adoration féroce, protectrice et inconditionnelle que Vanessa recevait simplement en respirant. Le coup de téléphone précis qui a détruit le début de ma trentaine est arrivé très tard, par une froide et pluvieuse nuit de mardi. J'étais assise à mon bureau au cabinet, travaillant extrêmement tard, les yeux brûlants sous les néons agressifs alors que je tentais désespérément de réconcilier des comptes massifs pour un rapport financier trimestriel imminent. Mon téléphone portable a soudainement vibré violemment sur mon bureau. Le nom de Vanessa s'est affiché en lettres lumineuses. Mon estomac s'est immédiatement noué. Un appel de ma sœur à 23 heures n'annonçait jamais rien de bon. Cela ne signifiait jamais qu'elle voulait juste discuter. Sa voix, quand j'ai prudemment répondu, était complètement dépouillée de sa bravade arrogante et pétillante habituelle. Elle était petite, tremblante et étouffée par des larmes théâtrales. « Diana, salut, tu dors? Tu as une minute ?» Elle s'est immédiatement lancée dans une histoire alambiquée et hystérique. Elle affirmait que la marque de mode et de style de vie haut de gamme qu'elle était censée lancer venait de se heurter à un obstacle imprévu et massif. Selon elle, un investisseur majeur s'était retiré de manière inattendue au dernier moment. Un fournisseur de tissus l'avait escroqué, et elle se retrouvait soudainement dans une impasse financière colossale et terrifiante. Elle a joué la victime à la perfection, sa voix se brisant aux moments opportuns, faisant passer cela pour un coup du sort tragique et injuste, une simple bosse sur la route menant vers son succès entrepreneurial garanti. C'est juste quelques cartes de crédit, Diana, sanglotait-elle dans le combiné, sa voix empreinte d'une onde théâtrale très travaillée. Elle semblait si convaincante. Elle avait l'air si sincèrement terrifiée, fragile et désespérée. C'était ma petite sœur. La société et mes parents m'avaient toujours enfoncé dans le crâne qu'il faut aider sa famille quoi qu'il arrive. C'est exactement ce que font les grandes sœurs capables, n'est-ce pas? On répare les choses. On fait disparaître les problèmes. Je me suis assise dans mon bureau sombre, écoutant la pluie frapper la vitre, me massant les tempes douloureuses. J'avais un compte d'épargne très sain que j'avais alimenté par des années de frugalité, un bon salaire, et sous mon armure de professionnel endurci, un besoin pathétique et permanent d'obtenir la véritable approbation de mes parents. Une pensée malsaine et dangereuse s'est glissée dans mon esprit épuisé. Peut-être, juste peut-être, que si je la sauvais maintenant, ce serait ma chance. Si je devenais l'héroïne ultime qui sauvait secrètement leur précieux enfant chéri de la ruine publique, peut-être me verrait-il enfin. Peut-être m'aimerait-il enfin comme il l'aimait elle.
C'est combien, Vanessa, ai-je demandé, un sentiment de lourde terreur s'installant au fond de ma poitrine. Elle a hésité à l'autre bout du fil, une longue pause calculée. C'est un peu beaucoup, mais je pourrai totalement gérer ça dès que ma nouvelle collection sortira au printemps. J'ai juste besoin d'éloigner les agences de recouvrement pour le moment pour que ma note de crédit ne s'effondre pas complètement. Cela tuerait littéralement mon entreprise avant même qu'elle ne commence. Elle l'avait formulé parfaitement. Elle présentait les choses de manière à ce que je ne paie pas seulement une facture en souffrance. Je sauvais activement tout son avenir. Un peu beaucoup, s'est avéré être des plafonds dépassés sur 5 cartes de crédit différentes et un prêt personnel à taux d'intérêt élevé, pour un total exact de 52 800 $. Le chiffre brut était effarant. L'entendre à voix haute m'a donné la nausée. En pensant à ses pleurs, à la perspective de son échec public, et à la terreur absolue de ce que diraient mes parents si leur fille parfaite et brillante devait déclarer faillite, j'ai laissé mon jugement s'obscurcir complètement. D'accord, ai-je chuchoté dans le téléphone, ce simple mot me semblant incroyablement lourd, insensé et fatal au moment même où il franchissait mes lèvres. D'accord, Vanessa, je vais t'aider. J'ai bêtement configuré moi-même les paiements mensuels automatiques, reliant directement mon propre compte bancaire à ces portails de cartes de crédit. Cela me semblait plus sûr pour m'assurer que l'argent allait bien au remboursement de la dette et non à un tout nouveau sac à main Prada. Je me répétais désespérément que ce n'était que temporaire. Quelques mois, un an tout au plus. C'était ma sœur. Elle ne me ferait pas ça. C'était ma première erreur, et la plus catastrophique. Je ne payais pas seulement ses factures. Je finançais activement ses illusions. Et j'étais sur le point de devenir l'investisseuse silencieuse, invisible et profondément rancunière d'une vie de luxe que je n'avais même pas les moyens de m'offrir. La première année de ces paiements automatiques massifs m'a semblé être un sacrifice noble, bien qu'extrêmement douloureux et temporaire. Je me répétais sans cesse que je faisais une bonne action fondamentale, accomplissant mon devoir ultime de grande sœur responsable. Mais la dure réalité quotidienne de perdre 880 $ chaque mois était absolument brutale. C'était une part énorme et paralysante de mon revenu disponible. J'ai dû faire des coupes drastiques dans presque tous les aspects de ma vie. J'ai complètement arrêté de manger dehors, préparant méticuleusement de tristes petits sandwichs et des restes bon marché à apporter au bureau. J'ai reporté indéfiniment l'achat de la voiture plus récente et fiable dont j'avais désespérément besoin, priant chaque matin pour que ma vieille berline poussive ne tombe pas en panne sur l'autoroute. Et le plus douloureux était de regarder, impuissante, mon compte d'épargne, la seule chose que j'avais construite entièrement par moi-même, ma principale source d'indépendance et de fierté, stagner complètement. Je travaillais plus dur que jamais, mais financièrement, je faisais du surplace. Pendant ce temps, mes réseaux sociaux sont devenus un catalogue quotidien et insupportable des prétendus succès de Vanessa. Alors que j'étais assise à mon petit comptoir de cuisine rayé en train de manger des nouilles instantanées bon marché un vendredi soir pour économiser 20 $, je faisais défiler Instagram pour être agressé par sa dernière publication. Elle était là, à Aspen, publiant un selfie parfait sur un télésiège avec un sourire éclatant et insouciant, vêtu d'une combinaison de ski de marque avec la légende « Travaillez dur, amusez-vous bien, la vie de PDG ». Le paiement American Express pour ce voyage de luxe précis a été prélevé sur mon compte bancaire plus tard dans la même semaine. Un mois plus tard, la voilà à Miami, posant sur le pont d'un yacht privé avec un groupe de personnes belles et riches, levant un verre de champagne coûteux vers l'objectif. La légende disait, signature de gros contrats sous le soleil. J'ai payé le solde minimum de sa carte chez Saphir, celle au taux d'intérêt criminellement élevé. Tout en portant une chemise de travail qui commençait littéralement à s'effilocher au col parce que je ne pouvais pas justifier l'achat d'une nouvelle. Elle ne m'a jamais dit merci, pas directement. Tout cet arrangement financier était un trou noir terrifiant de non-dits et d'accords toxiques. Nous ne parlions jamais d'argent lors des réunions de famille. Reconnaître ces mensualités aurait été admettre ouvertement qu'elle était une imposture totale et que tout le système familial était méticuleusement conçu pour éviter à Vanessa de se confronter à la moindre réalité. Dès la deuxième année, il m'est apparu indéniable que cette situation soi-disant temporaire était en fait permanente. Ses dépenses folles n'ont pas diminué. Elles ont explosé. Elle a loué sans vergogne un tout nouveau SUV de luxe, affirmant qu'elle en avait besoin pour impressionner ses clients. Elle a quitté son ancien logement pour s'installer dans un loft branché et extrêmement cher du centre-ville. Elle a rencontré Nathaniel, un homme brillant et prospère issu d'une riche famille de la haute bourgeoisie, et a entamé une romance éclair et très médiatisée.
Elle se présentait à lui et au monde entier comme une brillante entrepreneuse autodidacte sur le point de faire une percée mondiale majeure. Le ressentiment en moi n'a pas seulement grandi. Il a muté en quelque chose de sombre. Il a commencé à s'aigrir au fond de mes tripes. Une brûlure sourde, constante et douloureuse que je ressentais à chaque réveil. Ma vie entière, mes objectifs, ma capacité à faire des rencontres, ma tranquillité d'esprit, tout avait été mis en pause de manière permanente pour qu'elle puisse continuer à vivre un mensonge flagrant et incroyablement coûteux. C'est à peu près au début de la 3e année de ce cauchemar que j'ai commencé le tableau Excel. Ce n'était pas pour me venger, du moins pas au début. C'était strictement pour préserver ma santé mentale fragile. J'avais l'impression de perdre la tête, d'être constamment manipulé par sa présence glamour sur Internet alors que mon propre compte bancaire se vidait chaque mois. J'avais besoin de tout voir en noir et blanc, de manière froide et incontestable, pour me prouver que je n'étais pas folle. J'ai créé un fichier Excel simple et brutal sur mon ordinateur portable personnel. La colonne a été la date. La colonne B, Capital One, $200. La colonne C, Chase, $250. La colonne D, American Express, $200. La colonne E, Discover, $100. La colonne F, le prêt personnel, $130. La colonne G, le total mensuel de $880. Et enfin, la colonne H, le grand total. Les lignes s'étiraient à l'infini, mois épuisant après mois épuisant, année après année d'un écrasement psychologique. Me connecter à ce fichier chaque 30 du mois pour saisir manuellement les données et regarder le grand total grimper était à la fois écœurant et étrangement hypnotique. $31 680. $42 240. $52 800. Ce chiffre final, $52 800. Ce n'était pas seulement de l'argent. Cela représentait 5 années entières de ma vie. 5 ans de vacances manquées, d'investissements retardés, de vie amoureuse inexistante et d'une existence calme et incroyablement solitaire. Toute ma jeunesse, tout mon travail acharné réduit en poussière pour alimenter le mensonge brillant, éblouissant et parasitaire de ma sœur Vanessa. Ce tableau Excel est devenu mon secret le plus profond, mon unique témoin du crime commis contre moi. C'était la seule chose au monde qui connaissait la vérité crue sur la jolie princesse. Et alors que je chargeais ma voiture pour me rendre chez mes parents pour Thanksgiving cette année-là, je n'avais absolument aucune idée que mon témoin silencieux était sur le point d'être appelé à la barre. Le trajet de retour vers mon minuscule appartement après cet incident catastrophique de Thanksgiving a été totalement surréaliste. Les embouteillages habituels des fêtes sur l'autoroute n'étaient rien d'autre qu'un flou de feux arrière rouges, mais je n'y prêtais presque pas attention. Pour la toute première fois en 5 longues et éprouvantes années, je me sentais incroyablement, merveilleusement légère. Le poids écrasant et étouffant de ce paiement mensuel de $880, un fardeau si lourd auquel je m'étais si désespérément habitué que je ne le remarquais presque plus, avait soudainement disparu. En plus du volet financier, le poids du secret, le ressentiment toxique, le besoin pathétique et désespéré de l'approbation de mes parents. Tout cela avait été cautérisé en un seul acte de défi silencieux et absolu dans la salle de bain des invités. Je me suis glissé dans mon petit lit ce soir-là et j'ai dormi mieux et plus profondément que je ne l'avais fait depuis une demi-décennie. Cette paix profonde a duré exactement jusqu'à 7h15 le lendemain matin. Mon téléphone portable a vibré agressivement contre le bois bon marché de ma table de nuit. Je me suis retourné, clignant des yeux pour chasser le sommeil, et je l'ai attrapé. C'était un SMS de Vanessa. Et, question bizarre. Est-ce que mon paiement American Express est bien passé hier ? Je viens de recevoir une alerte vraiment bizarre sur mon appli. J'ai regardé l'écran lumineux dans la pénombre du matin et j'ai souri. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement reposé le téléphone. Exactement 5 minutes plus tard, une autre vibration violente. Vanessa, sérieusement Diana, ma carte Chase vient d'être refusée alors que j'essayais d'acheter un café chez Starbucks. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as oublié ? Oublié. La condescendance pure et inaltérée de ce simple mot était absolument stupéfiante. Elle me parlait comme si j'étais son assistante personnelle qui avait commis une petite erreur administrative dans son emploi du temps. J'ai continué à fixer le plafond, l'ignorant totalement. Les SMS ont commencé à arriver plus vite. Puis un staccato de vibrations frénétiques, empreint d'un sentiment de supériorité immense et d'une panique grimpant rapidement. Vanessa, décroche ton téléphone tout de suite.
Vanessa, ce n'est pas drôle. Diana, j'ai d'énormes factures à payer aujourd'hui. Mon paiement de voiture est lié à l'une de ces cartes. Vanessa, réponds-moi. Puis les appels téléphoniques ont commencé. J'ai regardé son nom s'afficher sur l'écran encore et encore, et j'ai laissé chacun d'eux basculer directement sur ma messagerie. Le silence complet que je lui opposais était, je le découvrais rapidement, une arme bien plus puissante et dévastatrice que n'importe quelle parole de colère ou de hurlement que j'aurais pu prononcer. À 9 heures précises du matin, mon téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois avec un nom différent sur l'écran. Maman. Je savais que je devais répondre à celui-ci. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant au choc, et j'ai glissé le doigt sur l'écran pour accepter l'appel. Diana, qu'est-ce qui se passe au juste? La voix de ma mère a jailli du haut-parleur. Elle était tranchante, très accusatrice et totalement dépourvue de chaleur. Pas de « bonjour ». Pas de « comment ça va après hier soir ?» Bonjour à toi aussi, maman, ai-je dit, gardant ma voix incroyablement égale et plate. Ne joue pas à des jeux et ne sois pas difficile, a-t-elle réplique. Ta sœur est en pleine panique. Elle dit que ses cartes sont refusées partout ce matin. Elle dit que tu refuses exprès de répondre à ses appels. Est-ce que tu as oublié de faire les paiements? C'était encore là. Ce même mot exact. Oublier. Comme si j'étais celle qui oubliait. Celle qui n'était pas fiable. Celle qui avait laissé tomber. Non, maman. Je n'ai rien oublié, ai-je dit calmement. Il y a eu une pause tendue à l'autre bout du fil. Eh bien, qu'est-ce que c'est alors? Tu as des problèmes financiers? Tu aurais dû nous le dire au lieu de faire l'enfant. Nous aurions pu trouver une solution. L'insinuation profondément offensante était limpide. Si j'avais du mal à payer les dettes de sa fille, alors c'était moi le problème à résoudre pour que la ligne de soutien vital à Vanessa puisse être rapidement rétablie. Je n'ai aucun problème financier, maman. Je m'en sors très bien. En fait, mon budget mensuel personnel vient de se libérer d'exactement $880 par mois. Le silence absolu à l'autre bout de la ligne était incroyablement lourd. J'entendais presque les rouages rouillés tourner désespérément dans sa tête, son profond déni luttant violemment contre la vérité d'une horreur naissante sur ce que je venais de faire. « Que as-tu fait » a-t-elle fini par murmurer, la voix serrée et le souffle coupé par l'incrédulité. « J'ai fait exactement ce que Vanessa m'a dit de faire » ai-je dit, laissant les mots flotter dans l'air froid. Elle m'a dit très publiquement d'arrêter d'être une sangsue. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de payer ses factures. J'ai entendu une inspiration brusque et théâtrale. Diana, tu ne peux pas être sérieuse. Tu sais qu'elle dépend entièrement de toi. Tu es sa grande sœur. Comment peux-tu être aussi incroyablement égoïste après tout ce que nous avons fait pour toi? C'était là. C'était la ligne rouge absolue. L'audace pure et sans limite de cette déclaration a brisé définitivement quelque chose en moi. Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je répété, ma voix descendant dans un registre dangereusement calme. J'ai payé $52,800 de sa dette personnelle au cours des 5 dernières années. Une dette massive qu'elle a accumulée en menant une fausse vie pour laquelle vous l'avez tous constamment encensée. Et hier, vous étiez assis à cette table et vous l'avez laissé m'humilier devant tout le monde. Vous avez clairement choisi votre fille préférée il y a bien longtemps. Eh bien, maintenant, votre fille préférée va devoir s'en sortir toute seule. La banque de Diana est officiellement fermée, définitivement. Je n'ai pas attendu qu'elle formule une réponse. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille et j'ai raccroché. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable, non pas de peur, mais sous l'effet d'une pure décharge d'adrénaline. La toute première véritable bataille de ma vie venait d'avoir lieu. Et pour la première fois, je n'avais pas reculé. Je pensais honnêtement que cet appel brutal avec ma mère serait le pire moment. Je me trompais tellement. Le véritable coup de poing dans l'estomac, celui qui a enfoncé et tourné le couteau déjà planté dans mon dos, est arrivé exactement 1 heure plus tard. Mon père, Richard, m'a appelé. Mon père et moi avions toujours eu une entente très calme, tacite. C'était un homme de peu de mots, un observateur principalement passif dans l'orbite intense du favoritisme effréné de ma mère. Et j'avais toujours naïvement cru que, sous son lâche silence, il était fondamentalement un homme juste. C'était lui qui s'était assis à la table de la cuisine pour m'apprendre à équilibrer un chéquier quand j'avais 16 ans.
C'était lui qui avait toujours insisté sur l'importance cruciale de maintenir un bon score de crédit et de vivre strictement selon ses moyens. Je pensais bêtement que, plus que quiconque, il verrait la logique froide de mes actions. Je pensais qu'il serait secrètement mon allié. « Diana » a-t-il dit quand j'ai répondu, sa voix incroyablement basse et lourde d'une profonde déception. C'était exactement le ton qu'il utilisait quand j'étais enfant et que j'avais accidentellement cassé une vitre dans le garage. « Salut, papa » ai-je dit, une infime lueur d'espoir pathétique brillant encore dans ma poitrine. « Ta mère est très contrariée » a-t-il commencé immédiatement. « Tu l'as mise dans une position terrible aujourd'hui. » Non pas, Vanessa est dans une position terrible. Non pas, tu dois souffrir financièrement ou émotionnellement. Mais, tu as contrarié ta mère. Une fois de plus, mes sacrifices massifs et mon point de rupture n'étaient envisagés que sous l'angle du désagrément qu'il causait à tous les autres membres de la maison. Je ne l'ai mise dans aucune position, papa, ai-je dit en serrant fermement le téléphone, essayant de garder ma voix stable. Ce sont les choix terribles de Vanessa et la réaction complètement aveugle de maman qui ont créé toute cette situation. C'est ta petite sœur, a-t-il dit, et le ton profondément condescendant de sa voix m'a donné des frissons. Les familles sont s'entraider quand les temps sont durs. C'est tout simplement ce que l'on fait. Est-ce que tu connaissais seulement le montant total, papa, ai-je demandé, coupant court à ces platitudes usées. Est-ce que maman t'a un jour dit le chiffre exact? Je savais que tu l'aidais un peu, a-t-il marmonné défensivement. C'était 52 800 $ sur 5 ans, ai-je dit, en prononçant clairement chaque syllabe. Pendant qu'elle achetait des vêtements de marque et prenait des vacances de luxe, je vivais dans un appartement pas plus grand qu'une boîte à chaussures et je mettais toute ma vie en pause pour payer tout ça. Est-ce que tu le savais? Il y a eu une très longue pause inconfortable. Quand il a enfin repris la parole, sa voix était tendue. Je ne connaissais pas les chiffres précis. Mais bon. Eh bien, maintenant tu les connais, les jeux interrompus. Et hier, tu savais exactement ce qu'elle m'a traité à cette table. Et tu n'as absolument rien fait. Tu es juste resté assis là. Tu n'as rien dit. C'était l'instant de vérité. Je lui offrais une dernière chance, une perche pour se racheter à mes yeux en tant que père. Il aurait pu facilement dire, tu as raison, Diana. Je suis tellement désolé. J'aurais dû prendre ta défense. Au lieu de cela, il a pris une profonde inspiration et a prononcé les mots exacts qui ont définitivement brisé le dernier morceau de respect que j'avais pour lui. Tu as vraiment changé, Diana, a-t-il soupiré lourdement. Tu étais une si bonne fille, si gentille et serviable. Maintenant, tu te montres tout simplement cruelle. Cruelle. Le mot m'a frappé en plein cœur comme un coup physique. Moi, qui m'étais saigné à blanc pendant 5 ans. Moi, qui avais tranquillement cautionné leur immense illusion simplement pour maintenir la paix chez eux. Moi, qui avais juste désespérément espéré un simple merci. C'était moi la cruelle. Le téléphone me semblait glissant de sueur dans la main. Ma gorge s'est complètement serrée, et pendant une seconde terrifiante, je n'ai pas pu respirer, et encore moins parler. Il ne défendait pas seulement le comportement horrible de Vanessa. Il pleurait activement la perte de la fille docile et extrêmement utile que j'étais auparavant. Il n'était pas triste pour ma douleur. Il était triste que le distributeur automatique de billets personnels de sa famille se soit soudainement trouvé une colonne vertébrale. Je dois y aller, papa, ai-je réussi à articuler, ma voix chargée d'une trahison si profonde qu'elle ressemblait à s'y méprendre à du deuil. Pense simplement à ce que cela fait à ta sœur, a-t-il dit, décochant une dernière flèche. J'y ai pensé, ai-je dit, ma voix devenant enfin de la glace pure. Pendant 5 ans, je n'ai pensé qu'à elle. Maintenant, pour la toute première fois de ma vie, je vais penser à moi. J'ai raccroché, debout dans le silence écrasant de mon petit appartement, je me suis enfin autorisé à m'effondrer et à pleurer. Non pas pour Vanessa, ni pour l'argent, mais pour la famille que j'avais toujours cru avoir, et pour le père que j'aurais tant voulu qu'il soit. Lorsque le chantage affectif direct de mes parents a complètement échoué à me faire plier, Vanessa a rapidement changé de tactique. Elle a compris qu'elle ne pouvait plus me contrôler. Elle a donc décidé qu'elle devait contrôler le récit public. Elle a immédiatement lancé une campagne de dénigrement à grande échelle dans tout notre cercle social, et j'en étais la cible principale. Cela a commencé discrètement avec la famille élargie. Mon téléphone s'est mis à vibrer constamment sous l'afflux de SMS de tantes et d'oncles très inquiets.
Ma tante Patricia, la sœur cadette de ma mère, a écrit en premier, « Diana, ta mère est folle d'inquiétude pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien? Nous sommes tous là pour toi si tu traverses une sorte d'épisode mental. » L'insinuation toxique était flagrante. Je n'agissais pas de manière rationnelle. Je devais faire une sorte de dépression nerveuse. Puis est arrivé un long message de mon oncle Warren, « Salut ma grande, Vanessa m'a dit que vous aviez eu un petit différend au sujet d'une vieille histoire d'argent. Elle se sent terriblement mal. Elle a dit qu'elle s'inquiétait beaucoup pour toi, que tu étais sous pression à ton travail et que tu n'avais peut-être pas les idées claires en ce moment. » Vanessa se peignait à la perfection en sœur cadette profondément inquiète et indulgente, tout en me faisant passer pour la sœur aînée folle, instable et vengeresse. Elle racontait à tout le monde dans mon dos que je lui avais prêté une très petite somme d'argent il y a des années, et que maintenant, sorti de nulle part, je faisais une crise de santé mentale et montais tout cela en épingle. Elle transformait magistralement mon acte désespéré d'auto-préservation en un acte de pure folie. Le plus exaspérant était que cela fonctionnait à merveille. Ma famille avait un scénario préétabli très confortable qu'elle aimait suivre. Vanessa est charmante, belle et réussie. Diana est calme, bizarre et travaille tout le temps. Mon refus soudain de jouer mon rôle assigné était mais alors beaucoup plus facile pour eux à expliquer par un problème mental de mon côté plutôt que de faire face à la vérité très inconfortable, leur fille en or était une manipulatrice malhonnête. Ensuite, elle a décidé de rendre la campagne publique. Vanessa a publié un statut vague et incroyablement mélodramatique sur ses pages Instagram et Facebook. C'était un chef-d'œuvre d'agression passive toxique. Il s'agissait d'une photo en noir et blanc, magnifiquement filtrée, où on la voyait regarder pensivement à travers une fenêtre striée de pluie, serrant une tasse de thé. La légende disait, des moments vraiment difficiles ces derniers temps. C'est tellement dur de voir que les personnes qu'on aime et qu'on soutient le plus sont précisément celles qui essaient de nous détruire dans notre dos. La jalousie financière est une chose bien réelle et bien laide. Je prie pour la paix, la lumière et la guérison de toutes les personnes impliquées, même de celles qui me font du mal. La section des commentaires s'est immédiatement transformée en une avalanche de sympathie aveugle. Reste forte, ma belle. Ne laisse pas les rageux toxiques te démoraliser. Je n'arrive pas à croire qu'un membre de la famille puisse être aussi cruel avec toi. Elle n'utilisait pas explicitement mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Toute la famille élargie savait exactement de qui elle parlait. Elle me marquait publiquement au fer rouge comme une personne jalouse et déséquilibrée. La femme dont j'avais littéralement financé le train de vie de luxe en me privant m'accusait maintenant ouvertement de jalousie financière. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. J'ai ressenti une immense vague de colère pure. Mon premier réflexe a été de riposter agressivement. Je voulais prendre des captures d'écran de mon grand tableau Excel, les publier partout et révéler brutalement au grand jour la menteuse qu'elle était. En revanche, j'ai repris mon souffle et j'ai réfléchi. Un conflit public et désordonné était exactement ce qu'elle cherchait. Cela me ferait paraître aussi désespéré et puéril qu'elle le prétendait. Non, elle voulait désespérément une réaction. Elle voulait que je perde mon sang-froid pour prouver qu'elle avait raison. Je n'allais absolument pas lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule et unique personne de notre famille élargie en qui je savais pouvoir avoir confiance, ma cousine Clara. Elle était intelligente, incroyablement équilibrée, et avait toujours vu clair dans les mensonges toxiques de la famille au sujet de Vanessa. « Clara, c'est Diana », ai-je dit quand elle a décroché. « Je sais », a-t-elle répondu immédiatement, d'une voix chaleureuse mais très sérieuse. « J'attends ton appel depuis ce matin. J'ai vu le post ridicule de Vanessa. Ne t'inquiète pas. Je ne crois pas un mot de ces salades. Maintenant, raconte-moi tout depuis le début. » Et pendant l'heure qui a suivi, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des 5 ans, des $880 par mois, du grand tableau Excel, de la véritable raison derrière l'incident de Thanksgiving et des appels affreux de mes parents. J'ai exposé toute cette histoire incroyablement laide. Quand j'ai enfin eu fini, il y a eu un long silence. Puis Clara a dit « Waouh ». Je savais qu'il la favorisait énormément, mais je n'avais absolument aucune idée que c'était aussi grave sur les plans juridiques et moral. Diana, tu as fait exactement ce qu'il fallait faire. Il était temps que quelqu'un lui tienne enfin tête. Qu'est-ce que tu demandes de moi? Sa validation instantanée et sans faille m'a fait l'effet d'une bouée de sauvetage lancée dans une mer agitée de manipulation.
Je n'étais pas folle. Je n'étais pas cruelle. J'avais simplement fini de me laisser faire. Pour l'instant, crois-moi simplement, ai-je dit, la voix nouée par l'émotion. Toujours, a-t-elle dit fermement. Maintenant, voyons ce qui va se passer ensuite. Savoir que j'avais au moins une personne de mon côté m'a donné la force de traverser la tempête géante que je savais voir poindre à l'horizon. Le lendemain après-midi, j'étais assise à mon bureau, essayant de me plonger dans des tableaux de données qui, eux, me rapportaient de l'argent, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, supposant qu'il s'agissait d'un autre messager de la famille, mais un étrange pressentiment m'a poussé à répondre. Allô, est-ce que c'est Diana? La voix à l'autre bout était masculine, grave, très professionnelle et vaguement familière. Oui, c'est moi, ai-je répondu prudemment. Diana, c'est Nathaniel, le mari de Vanessa. Mon sang s'est instantanément glacé. Mes mains ont serré mon stylo plus fort. Était-ce la prochaine vague de l'attaque? Appelait-il pour me hurler dessus, pour défendre férocement sa femme victime? Nathaniel, ai-je dit, forçant ma voix à rester aussi neutre et calme que possible. Bonjour. Je sais que c'est un appel incroyablement délicat à passer, a-t-il commencé, et son ton n'était ni hostile ni en colère. Il semblait profondément confus et épuisé. Je m'excuse de t'appeler ainsi à l'improviste pendant ta journée de travail, mais Vanessa est. Eh bien, elle est extrêmement agitée depuis 2 jours, et franchement, elle ne dit pas grand-chose de logique en ce moment. Je suis restée totalement silencieuse, le laissant parler. Elle n'arrête pas de parler d'un énorme désaccord professionnel que vous auriez eu toutes les deux, a-t-il poursuivi avec précaution, choisissant ses mots. Mais quelques détails très étranges se sont produits depuis hier matin. Notre compte joint est nettement plus bas qu'il ne devrait l'être. Et je viens de recevoir une alerte sur mon téléphone concernant un impayé sur une carte de crédit que je ne savais même pas qu'elle avait encore. Quand je lui ai posé la question, elle est restée extrêmement évasive et défensive. Je sentais la précision calculée de ses mots. C'était un homme intelligent. Il cherchait des informations, mais il le faisait habilement. Elle a mentionné ton nom en lien avec ce paiement manqué, a-t-il dit, sa voix baissant d'un ton, presque embarrassé. Cela va sembler incroyablement étrange, Diana, mais elle a présenté les choses comme si tu étais en quelque sorte responsable de ces remboursements. Ce n'est tout de même pas possible, n'est-ce pas? Cet instant est resté suspendu, chargé de possibilités. C'était le moment charnière. Je pouvais tout lui dire maintenant et risquer une explosion immédiate au téléphone, ou je pouvais faire l'ignorante et rester en dehors de leurs problèmes de couple. J'ai pensé aux mots de Clara. J'ai pensé à Nathaniel, un homme fondamentalement décent qui s'était marié sans le savoir dans un mensonge massif et coûteux. Il méritait absolument la vérité, mais je devais me montrer intelligente dans ma manière de la lui présenter. Nathaniel, ai-je dit lentement, choisissant ces mots avec un soin extrême. Je pense que toi et moi devons avoir une très longue discussion, mais pas au téléphone, et certainement pas avec Vanessa. Juste nous deux. Il y a eu une longue pause à son bout du fil. Je l'entendais presque assimiler les lourdes implications de ma proposition. Oui, a-t-il fini par dire, sa voix s'affermissant soudainement. Toute la confusion avait fait place à une détermination d'acier. Je pense que tu as raison. Nous sommes rapidement convenus de nous rencontrer dans un café tranquille à l'autre bout de la ville plus tard dans la soirée. J'avais à peine raccroché que l'interphone de mon bureau a vibré violemment. C'était Sarah, la réceptionniste de l'accueil. Sa voix semblait incroyablement agitée et paniquée. Diana, ta sœur est là dans le hall pour te voir. Elle n'a pas de rendez-vous et elle a l'air vraiment furieuse. Mon estomac s'est contracté de manière douloureuse. Dis-lui que je suis dans une réunion à huis clos, Sarah. Je l'appellerai beaucoup plus tard. Moins d'1 minute plus tard, l'interphone a vibré de nouveau. Diana, elle. Elle ne m'écoute pas. Elle vient de passer de force le bureau de sécurité. Elle se dirige vers les bureaux en ce moment même. Avant même que je ne puisse réagir, les lourdes portes vitrées du service comptabilité se sont ouvertes violemment, percutant le mur dans un grand fracas. Et Vanessa est apparue. Son visage habituellement parfait était un masque de fureur pure. Ses cheveux de marque étaient complètement en bataille. Elle s'est précipitée directement dans l'allée vers mon bureau, ignorant complètement les regards stupéfaits et écarquillés de mes collègues. Il faut qu'on parle tout de suite, a-t-elle sifflé d'une voix forte, s'arrêtant pile devant mon bureau,
avec un air incroyablement menaçant. Vanessa, c'est mon bureau professionnel. Tu ne peux absolument pas être ici, ai-je dit, me levant rapidement, faisant de mon mieux pour garder ma voix basse afin de limiter les dégâts. Du coin de l'œil, j'ai vu mon patron, Monsieur Harrison, sortir de son bureau d'angle avec un air très mécontent. Je m'en fiche de ton travail stupide. Tu es en train de gâcher ma vie, a-t-elle hurlé, sa voix montant en volume jusqu'à résonner sous les dalles du plafond. Des collègues se levaient littéralement de leur box pour nous regarder ouvertement. Tu penses que c'est une sorte de mauvaise blague? Tu as coupé mes cartes sans aucun avertissement. Je pense que tu dois partir immédiatement, ai-je dit fermement, le visage brûlant d'un embarras intense. Pas avant que tu n'aies réglé ça. Rétablis les paiements automatiques tout de suite. Je te rembourserai, je le jure, a-t-elle bafouillé, ce mensonge désespéré sonnant terriblement creux, même à ses propres oreilles. C'est alors que Monsieur Harrison s'est approché. C'était un homme d'une 70aine d'années, très calme et pragmatique. Il s'est posté juste à côté de mon bureau, sa présence imposant immédiatement le respect. Y a-t-il un problème ici, Diana, a-t-il demandé, ses yeux sévères fixés sur Vanessa. Non, monsieur. Ma sœur s'en allait justement, ai-je dit rapidement. Monsieur Harrison a jaugé Vanessa de haut en bas avec un dédain absolu. C'est un lieu de travail, jeune fille. Quels que soient vos problèmes personnels, vous irez les régler ailleurs immédiatement. Maintenant. Sa voix était très calme, mais elle portait le poids écrasant d'une autorité incontestable. Vanessa a regardé follement Monsieur Harrison puis moi, la poitrine haletante. Elle était visiblement venue ici pour m'intimider, faire un scandale embarrassant et me forcer à céder sous la pression publique. Au lieu de cela, elle venait de se faire passer pour une enfant hautement instable et irresponsable devant tout mon univers professionnel. Complètement vaincue et humiliée, elle m'a lancé un regard d'une haine féroce, a pivoté brusquement sur ses talons coûteux et a quitté les bureaux en trombe par les portes vitrées. Monsieur Harrison l'a regardée partir jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue, puis s'est tourné vers moi. Tout va bien? Oui, monsieur. Je suis incroyablement désolé pour cette perturbation, me suis-je excusé. Ne t'excuse jamais pour son comportement, a-t-il dit avec une bonne dose de réelle empathie dans les yeux. La famille peut être extrêmement compliquée. Cet incident était profondément humiliant, mais en me rasseyant, j'ai réalisé que c'était aussi un immense cadeau. Vanessa venait de montrer publiquement son vrai visage. Ce n'était pas une entrepreneuse charmante et organisée. C'était une brute imprudente et désespérée. Et elle venait de le prouver au monde entier. Sa tentative d'intimidation désespérée avait échoué de façon spectaculaire. Ma rencontre secrète avec Nathaniel était prévue pour 18h dans un café tranquille et faiblement éclairé à l'autre bout de la ville, loin de tous ceux qui auraient pu nous reconnaître. Il est arrivé exactement à l'heure, toujours vêtu de son costume de travail élégant. Il semblait incroyablement calme à l'extérieur. Mais alors qu'il s'asseyait en face de moi, je voyais clairement la tension nerveuse qui contractait sa mâchoire. « Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer, Diana », a-t-il dit d'une voix très posée. « Bien sûr », ai-je répondu. Nous avons commandé nos cafés, cette politesse banale semblant absurde et surréaliste compte tenu de la bombe sur laquelle nous étions assis. Une fois le serveur parti, Nathaniel a complètement abandonné les civilités pour aller droit au but. J'ai passé presque toute la nuit dernière à éplucher les finances de notre foyer, a-t-il dit, son regard direct et totalement franc. Ou plutôt ce que je pensais bêtement être nos finances partagées. Diana, Vanessa m'a menti, et pas seulement de petits mensonges inoffensifs, des mensonges structurels majeurs. Il a bu une gorgée de son café noir. J'ai trouvé les relevés numériques de 2 cartes de crédit à plafond élevé qu'elle m'avait juré d'avoir fermées il y a plus de 3 ans. J'ai découvert que l'apport important pour son SUV de luxe ne provenait pas des bénéfices de son entreprise, comme elle le prétendait, mais d'un prêt personnel à un taux d'intérêt terrifiant qu'elle a contracté en secret. Il s'est arrêté, l'air profondément meurtri. Et le plus accablant de tout, j'ai appelé mon père ce matin. Comme tu le sais, il est conseiller financier principal. Je lui ai demandé de se renseigner très discrètement sur le fonds fiduciaire de la famille Thompson dont Vanessa a toujours affirmé qu'il était sa sécurité financière. Un héritage d'une tante éloignée. Nathaniel a laissé échapper un rire sec et sans humour. Comme je suis certaine que tu le sais déjà, Diana, il n'existe absolument pas. Il n'a jamais existé. Il n'y a pas d'héritage secret. Je suis restée assise là,
hochant lentement la tête, le laissant mener la conversation. Je dois donc te le demander à nouveau directement, a dit Nathaniel en se penchant en avant. Était-ce toi qui payais ces factures toutes ces années? C'était le moment. Plus question de se cacher dans l'ombre. Plus question de protéger l'enfant gâté. Oui, ai-je dit d'une voix ferme. Depuis exactement 5 ans. J'ai un tableau Excel complet qui documente chaque centime si tu veux le voir. J'ai sorti mon ordinateur portable personnel de mon sac, j'ai ouvert l'écran et je l'ai tourné vers lui sur la petite table. Je n'avais pas besoin de lui expliquer les détails. Nathaniel était un homme intelligent qui travaillait chaque jour avec des chiffres. Il a compris instantanément la dure réalité du tableau. Il a fait défiler lentement les 60 lignes dans un silence total, son calme professionnel se fissurant légèrement. J'ai vu une larme couler sur sa joue, qu'il a essuyée avec colère du revers de la main. Pendant tout ce temps, a-t-il murmuré, s'adressant plus à lui-même qu'à moi. Elle m'emmenait dans des restaurants chics, en insistant lourdement pour payer l'addition. Elle m'achetait des montres ridiculement chères pour mon anniversaire avec ton argent durement gagné. Avec de l'argent qu'elle te volait littéralement, à toi, sa propre sœur, qui vit dans un minuscule appartement. Elle a pleuré et m'a dit que c'était temporaire quand ça a commencé, ai-je dit calmement. J'ai été assez stupide pour la croire. C'est une menteuse très, très convaincante. Oui, elle l'est, a-t-il convenu, sa voix devenant froide et tranchante. Il a refermé mon ordinateur portable d'un coup sec. Eh bien, les mensonges s'arrêtent définitivement ce soir. J'en ai complètement fini. Je ne vais pas la laisser m'entraîner dans sa débâcle financière. J'ai déjà pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces pour demain matin afin de bien comprendre mes options si elle ne peut pas régler cela immédiatement. Ces mots lourds flottaient dans l'air, incroyablement définitifs et destructeurs. J'ai convoqué une réunion de famille obligatoire pour ce soir à 20h, a-t-il soudain annoncé, son ton passant de celui d'un mari blessé à celui d'un commandant militaire. Dans notre loft. Mes parents seront là. Tes parents seront là. Vanessa, bien sûr. Et j'ai besoin que tu sois là aussi, Diana. Quel est le but ultime de cette réunion ce soir, ai-je demandé, un peu nerveuse à l'idée de l'explosion à venir. La vérité absolue, a-t-il dit, ses yeux brillants d'un feu froid et terrifiant que je ne lui avais jamais vu auparavant. Toute la vérité. Plus de secrets de famille. Plus question de protéger son ego. Plus de mensonges. J'ai besoin que chaque personne dans cette pièce sache exactement qui est réellement ma femme. Et j'ai désespérément besoin que tu sois là, assise à mes côtés avec ton ordinateur et ton tableau Excel pour m'appuyer. Peux-tu faire ça pour moi? J'ai regardé cet homme profondément trahi dont l'univers entier venait d'être bouleversé au cours des dernières 48 heures. Il n'essayait pas seulement de sauver ses propres finances. Il essayait de provoquer un grand règlement de compte moral qui aurait dû avoir lieu depuis 5 ans dans ma famille. Il faisait enfin ce que j'avais été bien trop lâche pour faire pendant des années. Oui, ai-je dit, un sentiment immense de renouveau et de détermination m'envahissant. Je serai absolument là. Ce soir-là, à 20h précises, j'ai franchi les lourdes portes en bois du magnifique et spacieux loft de Vanessa et Nathaniel, ce même loft que mes paiements mensuels avaient aidé à financer. Et j'ai ressenti un étrange et profond sentiment de calme absolu. Mes parents, Margaret et Richard, ainsi que Vanessa, étaient déjà assis ensemble d'un côté de l'immense salon. Ils se tenaient serrés, ressemblant exactement à un front uni et défensif, prêt pour la bataille. Vanessa m'a lancé un regard incroyablement suffisant et victorieux quand je suis entré. Elle pensait manifestement que cette réunion d'urgence, convoquée par son puissant mari, était spécifiquement destinée à me remettre au pas et à exiger que je rétablisse les paiements. Elle n'avait absolument aucune idée qu'elle marchait avec assurance vers sa propre exécution publique. Les parents de Nathaniel, un couple plus âgé, très calme et distingué, étaient assis sur le canapé d'en face, l'air très mal à l'aise et confus. J'ai contourné ma famille et me suis installé juste à côté des parents de Nathaniel, créant instantanément une ligne de démarcation physique très claire dans la grande pièce. Nathaniel s'est tenu debout au milieu du salon, un dossier cartonné épais à la main. Merci à tous d'être venus ce soir avec un préavis si court, a-t-il commencé, sa voix résonnant avec une autorité incontestable. J'ai convoqué cette réunion parce qu'au cours des dernières 24 heures, j'ai découvert des choses profondément, horriblement troublantes concernant les finances de notre famille, et le réseau de mensonges toxiques qui maintenait le tout en place. Il s'est tourné lentement et m'a désigné du doigt.
Et tout cela commence avec toi, Diana. Vanessa a souri de toutes ses dents. Ma mère a pris un air extrêmement vindicatif, se redressant sur son siège. Cela commence, a poursuivi Nathaniel calmement, ses yeux pivotant lentement pour se fixer sur le visage de sa femme, avec les 52 800 $ que Diana a discrètement payés de sa poche pour couvrir tes dettes massives et secrètes ces 5 dernières années. Le sourire narquois a instantanément disparu du visage de Vanessa, comme si elle venait de recevoir une gifle. Ma mère a laissé échapper un grand soupir de stupeur. Mon père est resté à fixer le vide, le visage se vidant rapidement de toute couleur. Le procès venait officiellement de commencer. Le silence qui a suivi la déclaration d'ouverture brutale de Nathaniel était absolument assourdissant. C'était comme s'il avait vidé instantanément tout l'oxygène du loft. Vanessa le regardait bouche bée, le visage figé par un mélange chaotique de choc total et de panique. « Nathaniel, de quoi parles-tu enfin ?» a bafouillé ma mère, retrouvant sa voix la première, se précipitant instinctivement au secours de sa fille en or. C'est une affaire de famille privée entre sœurs. Diana se montre simplement excessivement dramatique à propos d'un petit prêt. Est-elle dramatique, a répliqué Nathaniel, sa voix descendant d'un ton inquiétant. Il s'est approché de l'immense téléviseur à écran plat fixé sur le mur de briques, a pris un câble HDMI et l'a branché directement sur mon ordinateur portable ouvert. Une fraction de seconde plus tard, mon grand tableau Excel, mon témoin secret et silencieux pendant 5 ans, s'est affiché brillamment à la vue de tous dans la pièce. Date, Capital One, Chase, American Express, Discover, prêt personnel, total mensuel, grand total, 60 lignes incroyablement détaillées d'une vérité financière indéniable et méticuleusement documentée brillaient sur l'écran. Personnellement, je ne trouve pas qu'un montant de 52 800 $ soit particulièrement dramatique, a dit Nathaniel, les laissant tous assimiler les chiffres massifs qui s'affichaient devant eux. Je trouve que c'est du vol pur et simple. Attendez un peu, a tonné mon père, retrouvant enfin son courage. Diana a proposé d'aider sa sœur. C'était un prêt familial, un arrangement privé. Un prêt implique clairement l'intention de rembourser l'argent, a répliqué Nathaniel sans hésiter une seule seconde. Dis-moi, Vanessa, y avait-il la moindre intention de rembourser ta sœur ? Aurait-il ton plan d'affaires de laisser Diana financer indéfiniment ton train de vie luxueux, pendant que tu mentais ouvertement à ton propre mari au sujet d'un fonds fiduciaire d'héritage totalement inexistant ? Vanessa est restée assise là, complètement pétrifiée, le visage blême. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Elle était totalement acculée, et elle le savait. C'est complètement ridicule, a lancé ma mère avec hargne, tournant son regard furieux directement vers moi. Tu l'as poussée à faire ça, Diana. Tu l'as complètement empoisonnée contre ta propre sœur parce que tu es jalouse. Elle n'a pas eu besoin de m'empoisonner, a dit Nathaniel d'un ton plus personnel, qui laissait paraître sa profonde blessure. Vanessa s'en est chargée toute seule. Parce que c'est 52 000 $? Ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il a cliqué sur un bouton de l'ordinateur et le tableau Excel a disparu, immédiatement remplacé par un nouveau document. C'était un récapitulatif de dettes très détaillé préparé par un comptable professionnel. Il répertoriait des prêts automobiles massifs, des lignes de crédit personnel cachées et de multiples cartes de crédit de grands magasins dont j'ignorais moi-même l'existence. Voici le clou du spectacle, a annoncé Nathaniel, sa voix résonnant d'une colère froide et absolue. La terrifiante vérité que j'ai malheureusement découverte ces dernières 24 heures, c'est que ma femme n'est pas endettée à hauteur de 52 000 $. Sa dette personnelle totale, soigneusement dissimulée depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, s'élève exactement à 96 500 $. 96 500 $. Ce chiffre colossal est tombé au milieu de la pièce comme une bombe atomique. Ma mère a laissé échapper un petit gémissement étouffé et horrible. Mon père semblait sur le point de vomir. Même moi, j'étais complètement sous le choc. Je savais que la situation était incroyablement grave, mais je n'avais pas idée qu'elle était à ce point catastrophique. Les vacances de luxe, le nouveau SUV, l'apport massif pour ce loft même dans lequel nous sommes assis, a poursuivi Nathaniel sans pitié, haussant le ton à chaque mot dévastateur. Tout cela n'est que de la dette. Toute cette vie glamour qu'elle a construite avec moi n'est qu'un château de cartes fragile, entièrement financé par des mensonges pathologiques et le sacrifice silencieux et douloureux de sa sœur aînée. Elle m'a menti sur la réussite de son entreprise. Elle m'a menti sur ses finances. Et elle m'a menti sur sa famille. Il a enfin tourné toute son attention terrifiante vers sa femme,
qui ressemblait désormais à une toute petite enfant brisée, enfoncée dans le canapé. Tu m'as laissé croire que tu étais cette brillante femme d'affaires autodidacte, a-t-il dit avec dégoût. Tu as laissé ta propre sœur se ruiner financièrement juste pour entretenir ton stupide fantasme. Et puis, et c'est la partie qu'on ne peut vraiment pas pardonner, tu as eu l'audace de laisser tes parents l'humilier publiquement pour cela. Il s'est tourné et a fusillé mes parents du regard. Et vous aussi. Vous avez complètement cautionné cela. Vous l'avez regardé se produire sous vos yeux. Vous avez ouvertement vénéré cette fausse image, et vous avez totalement ignoré la fille qui payait activement pour le cadre de la photo. Vous devriez avoir profondément honte de vous en tant que parent. C'était une annihilation complète et totale. Chaque mensonge, chaque secret toxique, chaque injustice profonde venait d'être violemment exposée sous les spots du salon. Vanessa a fini par craquer. Elle a enfoui son visage dans ses mains et a éclaté en sanglots incontrôlables. Non pas des larmes discrètes, jolies et pleines de regrets, mais de gros sanglots bruyants, étouffés et intensément pleins de pitié d'elle-même. C'était le bruit incroyablement pathétique d'une enfant gâtée à qui l'on disait enfin non pour la toute première fois de sa vie. Mes parents étaient totalement sans voix. Leur visage était un tableau de pure horreur et d'une honte profonde et indéniable. Ils ne pouvaient plus du tout la défendre. Ils ne pouvaient pas nier les preuves massives qui s'affichaient sur l'écran de télévision. Tout le fondement pourri et rongé par les termites de notre dynamique familiale s'était effondré en poussière en l'espace de 10 minutes. Je suis resté assise là, observant calmement le désastre. Je ne ressentais pas un immense sentiment de triomphe. Je ne ressentais plus de colère brûlante. Je me sentais juste incroyablement calme. Le poids lourd et étouffant avait enfin été levé. Non seulement de mon compte bancaire, mais de mon âme même. J'étais enfin libre. Dans le long silence vibrant qui a suivi l'effondrement émotionnel total de Vanessa, Nathaniel était la seule et unique personne qui semblait avoir un plan d'action clair. Il en avait complètement fini avec le chaos théâtral et émotionnel. L'heure était aux solutions pratiques et incroyablement brutales. Voici exactement ce qui va se passer à partir de demain matin, a-t-il annoncé d'une voix forte, ne laissant absolument aucune place à la négociation ou à la discussion. Il ressemblait en tout point à un PDG impitoyable annonçant une restructuration massive de son entreprise. Mes parents et Vanessa l'ont regardé avec des yeux grands et terrifiés, réalisant qu'il avait toutes les cartes en main. Premièrement, a-t-il déclaré en sortant une feuille de papier de son dossier. Le contrat de liasse du SUV de luxe est résilié immédiatement. Dès demain, Vanessa, tu conduiras ma vieille Honda Civic qui est dans le garage. Elle est entièrement payée. Vanessa a levé la tête, le visage affreusement strié de larmes et gonflé. Mais Nathaniel, mes clients. Je ne peux pas me présenter à des réunions dans une. Tu n'as pas de vrais clients, Vanessa, l'a coupé froidement Nathaniel, sans l'ombre d'une pitié. Nous le savons tous les deux maintenant. Ton entreprise est un fantasme total, tu n'as donc plus besoin d'impressionner qui que ce soit. Deuxièmement, a-t-il poursuivi en lisant sa liste. Le voyage coûteux en Europe que nous avions prévu pour le printemps est officiellement annulé. Nous aurons beaucoup de chance si nous pouvons nous offrir un week-end bon marché dans le parc d'État local au cours des 5 prochaines années, le temps d'éponger tes dettes. Toutes les dépenses non essentielles s'arrêtent immédiatement. Cela signifie plus de dîners coûteux au restaurant, plus de vêtements de marque, plus de nouveaux gadgets technologiques et plus de journées au spa. Il s'est arrêté délibérément, laissant la réalité dure et incroyablement sombre de sa nouvelle vie restreinte s'installer pleinement en elle. Troisièmement, et c'est le plus important, a dit Nathaniel en regardant mon père dans les yeux, tu vas trouver un travail, un vrai travail avec un contrat de travail et un salaire bimensuel régulier. Je me fiche de savoir si c'est pour mettre des courses dans des sacs au supermarché du coin ou pour répondre au téléphone dans un centre d'appels ennuyeux. Tu vas immédiatement commencer à verser de l'argent réel pour rembourser cette montagne de dettes que tu as créée. Ta carrière très coûteuse de créatrice visionnaire est complètement terminée. Chaque point tranchant était un clou supplémentaire enfoncé dans le cercueil de la fausse vie glamour que Vanessa avait prétendu mener pendant si longtemps. Mes parents restaient assis sur le canapé coûteux, hochant la tête d'un air hébété, dépouillés de toute autorité parentale. Ils n'avaient absolument aucun pouvoir dans cette pièce. Nathaniel, la pièce rapportée, le mari trahi, avait désormais le contrôle dictatorial complet. Il s'est ensuite détourné d'eux pour me regarder directement. Son expression sévère s'est adoucie de manière significative. « Diana, je suis tellement désolé que tu aies été entraînée là-dedans », a-t-il dit sincèrement.
Je te promets sur mon honneur que nous allons travailler activement pour te rembourser chaque dollar de ces 52 000 dollars. Ne t'inquiète même pas pour mon argent pour l'instant, Nathaniel, ai-je dit en me levant et en prenant mon sac d'ordinateur. Concentre-toi simplement sur la réorganisation de ton propre foyer. Alors que la réunion profondément inconfortable se terminait, mes parents ont désespérément tenté de m'approcher. Ma mère a tendu une main tremblante, commençant par un « Diana », nous n'avions honnêtement aucune idée que c'était. J'ai immédiatement levé la main, la stoppant net. Je n'avais absolument pas l'énergie émotionnelle pour leurs excuses pathétiques ou leur retournement de veste. Pas ce soir. J'ai besoin de beaucoup de recul, ai-je dit d'une voix complètement plate et vide d'émotion. Énormément de recul. Ne m'appelez pas. J'ai franchi la porte de cet immense loft, me sentant plus légère et plus grande que je ne l'avais été depuis des années. Les retombées immédiates ont été incroyablement désordonnées et douloureuses à observer, mais elles étaient aussi absolument nécessaires pour ma survie. La dynamique de pouvoir toxique qui m'avait étouffé toute ma vie venait d'être brisée en 1000 morceaux. Vanessa n'était plus la fille en or intouchable. Elle n'était plus qu'une femme pleine de défauts, noyée sous une quantité phénoménale de dettes. Et je n'étais plus la mule invisible et exploitée. J'étais simplement Diana. Et pour la toute première fois de mes 35 années sur Terre, cela me semblait enfin suffisant. Quelques jours profondément paisibles se sont écoulés dans un silence absolu et béni. Il n'y avait pas d'appels téléphoniques frénétiques, pas de SMS manipulateurs et larmoyants. C'était exactement comme se trouver dans l'œil calme d'un ouragan géant. Les vents destructeurs de l'implosion familiale étaient passés, laissant derrière eux un calme étrange, presque déstabilisant. J'allais travailler, je rentrais chez moi dans mon petit appartement et je savourais pleinement ce calme, goûtant à la liberté de ne pas avoir à vérifier constamment mon compte bancaire pour voir si la fausse vie de ma sœur était en train de s'effondrer. Puis, par une soirée pluvieuse, on a frappé à ma porte de façon timide et hésitante. Je n'attendais absolument personne. J'ai regardé par le Judas et mon cœur s'est serré. C'était mon père, Richard. Il se tenait là, complètement seul. Les épaules voûtées, il paraissait beaucoup plus vieux et fatigué que je ne l'avais jamais vu. Mon premier réflexe a été de l'ignorer, d'éteindre les lumières et de faire semblant de ne pas être là. Mais l'air totalement vaincu dans ses yeux m'a arrêté. Ce n'était pas l'attitude agressive d'un homme venu pour un nouveau combat. C'était la posture profondément humble d'un homme qui avait complètement perdu. J'ai déverrouillé la porte. « Diana » a-t-il dit doucement, la voix légèrement brisée. « Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux entrer juste une minute ?» Je me suis écarté pour le laisser entrer dans mon petit salon, cette pièce même dans laquelle j'avais été piégé pendant 5 ans pour pouvoir financer la vie fastueuse de son autre fille. Il a regardé lentement autour de lui, voyant apparemment pour la toute première fois les meubles usés et l'espace exigu. Nous sommes restés là dans un silence très gêné pendant un long moment. « Je suis venu pour m'excuser », a-t-il fini par commencer, cherchant ses mots avec difficulté. Je n'ai rien dit. J'ai juste croisé les bras et j'ai attendu. J'avais complètement tort, a-t-il dit, se forçant enfin à me regarder droit dans les yeux. Ce que je t'ai dit au téléphone, sur le fait que tu te montrais cruel. C'était mal. J'avais tort. Il a pris une inspiration tremblante. En voyant tout cela projeté sur cet écran, ces chiffres énormes, en comprenant enfin ce que tu avais sacrifié. Nous aurions dû le voir tellement plus tôt. Nous aurions dû poser les questions difficiles. Et j'aurais dû prendre ta défense à cette table de Thanksgiving. Ses excuses étaient maladroites, hésitantes, et arrivaient exactement 5 ans trop tard. Mais c'était aussi la chose la plus honnête et la plus vulnérable qu'il m'ait dite en disant. « Je suis tellement désolé, Diana », a-t-il dit, sa voix se brisant complètement. « Je t'ai abandonné. En tant que père, je t'ai abandonné misérablement. » Une grande partie de moi avait envie de lui crier dessus, de lui demander où étaient passées ses excuses ces 5 dernières années. Mais en regardant cet homme brisé et vieillissant debout au milieu de mon salon, j'ai simplement ressenti une profonde tristesse. « J'apprécie vraiment que tu me dises cela, papa », ai-je dit, et je le pensais vraiment. Mais il faudra beaucoup de temps pour que les choses redeviennent normales, si tant est qu'elles le redeviennent un jour. Je sais, a-t-il acquiescé tristement. Je comprends tout à fait. Je voulais juste que tu le saches. Il n'est pas resté longtemps. Le gouffre immense entre nous était bien trop large pour être instantanément comblé par une seule conversation.
Mais alors qu'il franchissait la porte, j'ai senti une petite lueur de chaleur dans ma poitrine. Ce n'était pas un pardon instantané. Pas encore. Mais c'était un vrai début. Il avait enfin reconnu la vérité. Cela n'effaçait pas magiquement ce passé douloureux, mais cela permettait d'imaginer un avenir complètement différent pour nous. L'année suivante a été une période de transformation profonde et de changements subtils mais majeurs dans nos vies. Comme il l'avait fermement promis, Nathaniel a orchestré une réorganisation totale de leur vie. Le SUV de luxe Tapa accent Graveleuil a été immédiatement rendu, remplacé par sa très vieille berline tout à fait raisonnable. Le grand loft du centre-ville a été rapidement mis en vente, et ils ont emménagé dans un appartement de location très modeste et petit dans un quartier beaucoup moins chic de la ville. Vanessa a été contrainte de prendre un emploi régulier, un poste administratif de débutante dans un bureau d'assurance local. Il n'y avait plus aucune photo de vacances exotiques et coûteuses publiée sur ses réseaux sociaux. Au lieu de cela, on n'y trouvait plus que de rares photos d'eux faisant de la randonnée dans un parc d'état gratuit des environs. Ce fut un retour à la dure réalité extrêmement humiliant et brutal pour elle. Pour ma part, ma vie s'est rapidement épanouie avec ces $880 supplémentaires qui restaient confortablement sur mon compte bancaire chaque mois. La pression financière massive sous laquelle j'avais vécu s'est entièrement évaporée. J'ai enfin commencé à cotiser massivement pour ma retraite. J'ai même versé un apport solide pour un joli petit appartement en copropriété dans un très beau quartier, avec un balcon et une chambre d'amis. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression de construire activement une vie spécifiquement pour moi, et non de rembourser indéfiniment les dettes toxiques de quelqu'un d'autre. Environ 6 mois jour pour jour après la réunion de famille explosive, j'ai reçu une notification de mon application bancaire sur mon téléphone. C'était un virement automatique direct depuis le compte de Vanessa. Montant, $100. Motif, paiement 1. $100 n'était qu'une misère comparée à la montagne de $52 000 qu'elle me devait encore. Mais honnêtement, c'était aussi un véritable miracle. C'était la toute première fois de sa vie qu'elle me donnait quoi que ce soit sans y être violemment contrainte. C'était une reconnaissance tangible et indéniable de sa dette, tant financière que morale. J'ai fixé cette notification lumineuse pendant très longtemps. J'ai pensé à envoyer un SMS très sarcastique, du genre, plus que 527 paiements à faire. En fin de compte, je ne l'ai pas fait. C'était l'ancienne Diana, celle qui vivait constamment dans un état d'amertume face au dysfonctionnement toxique de sa famille. Au lieu de cela, j'ai simplement répondu par un SMS de 2 mots tout simples, bien reçu, merci. Les petits paiements mensuels ont continué régulièrement après cela. Parfois c'était $100, parfois $150. Une fois, alors qu'elle avait un mois difficile, ce n'était que $50, mais cela arrivait toujours de manière constante. Chaque paiement de fortune était comme une goutte d'eau régulière, érodant très lentement la montagne de ressentiment que je portais encore en moi. Un an jour pour jour après ce dîner de Thanksgiving fatidique, une invitation tout à fait inattendue est d'un coup arrivée dans ma boîte aux lettres. Elle venait de Nathaniel et Vanessa. Ils organisaient Thanksgiving cette année dans leur petit appartement de location, et ils souhaitaient sincèrement que je vienne. Mon premier réflexe a été de dire absolument non. La simple idée de m'asseoir à une autre table de Thanksgiving avec eux me soulevait l'estomac. Mais j'ai réfléchi à la source de cette invitation. Ce n'était pas une demande manipulatrice de ma mère empreinte d'une obligation toxique. C'était un geste sincère de reconstruction de la part de Nathaniel et, à ma grande surprise, de Vanessa. J'ai finalement décidé d'y aller. Leur nouvel appartement de location était très petit, mais il était très propre et étonnamment chaleureux. L'odeur familière et riche de la dinde rôtie flottait toujours joyeusement dans l'air, mais quelque chose de colossal avait fondamentalement changé. La tension étouffante avait complètement disparu. Le besoin désespéré et épuisant de se donner en spectacle, de donner l'image d'un bonheur familial parfait et riche, s'était entièrement évanoui. Vanessa semblait très différente. Elle avait perdu une partie de cette assurance arrogante et très travaillée. Elle avait l'air fatiguée par sa semaine de travail de 40 heures, mais aussi beaucoup plus ancrée, beaucoup plus réelle. Elle m'a accueilli dès la porte d'entrée avec un petit mot très sincère, « Salut, Diana, je suis vraiment, vraiment contente que tu aies pu venir. » Il n'y avait absolument aucun sourire narquois. Juste une femme qui avait été profondément responsabilisée par la réalité. Le dîner a été, en toute honnêteté, le repas de famille le plus simple et le plus normal que nous ayons partagé depuis plus d'une décennie. Nous n'avons pas parlé de la fausse marque de style de vie de Vanessa ni de mon travail raisonnable.
Nous avons simplement parlé du temps qu'il faisait, d'un nouveau film que Clara avait vu récemment et des lents progrès de mes parents dans leur potager. C'était d'une simplicité désarmante, et c'était absolument magnifique. Pendant très longtemps, j'ai cru au fond de moi qu'imposer cette limite immense à Thanksgiving et annuler ces cartes était un acte de destruction totale. Je pensais sincèrement avoir réduit toute ma famille en cendres. Mais debout dans cette petite cuisine un an plus tard, j'ai enfin compris que ce n'était pas du tout un acte de destruction. C'était un acte de construction essentiel. Il m'avait fallu détruire cette structure complètement pourrie et rongée par les termites de notre dynamique toxique pour construire quelque chose de sain et de nouveau à sa place. J'ai appris de manière fondamentale que les limites personnelles ne sont absolument pas des murs de briques conçus pour rejeter les gens. Ce sont simplement des barrières qui enseignent clairement aux autres la façon dont vous exigez d'être traités. Elles ne visent pas à être cruelles ou vindicatifs. Elles relèvent entièrement d'un profond respect de soi. J'ai complètement perdu l'illusion toxique d'une famille parfaite et riche, celle-là même pour laquelle je m'avais presque ruiné financièrement et émotionnellement pendant des années afin d'en maintenir l'apparence. Mais à sa place, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. J'ai enfin trouvé